Bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette courte vidéo est de vous démontrer la fameuse équation de Schrödinger. Tout d'abord, qu'est-ce que l'équation de Schrödinger? L'équation de Schrödinger décrit la façon dont la fonction d'onde psi se propage dans le temps. Quelques rappels. La fonction d'onde psi de R et T, représentée ici sous sa forme vectorielle, est la représentation de l'état quantique d'une particule dans l'espace des positions. Pour plus de détails, vous pouvez visionner mon cours sur l'introduction aux équations de la mécanique quantique. Une particule n'a pas de position définie. Elle se situe sur l'onde caractérisée par sa fonction psi et par une densité de probabilité de présence calculée à partir d'une matrice densité. Vous pouvez visionner ma présentation intitulée Matrice densité. Mais tout d'abord, regardons les équations de propagation d'une onde électromagnétique. Un courant électrique induit un champ magnétique. Par exemple, un courant électrique en mouvement dans une bobine produit un champ magnétique. Les équations de Maxwell décrivent la relation entre un courant électrique et un champ magnétique. Avant de nous intéresser aux équations de Maxwell, définissons quelques opérateurs appliqués à un champ électromagnétique. Avant tout, l'opérateur Nabla, qui permet de calculer la déformation d'une grandeur dans l'espace. Il s'écrit à l'aide de la dérivée partielle en fonction des longueurs x, y et z. L'opérateur Nabla, appliqué à un champ électrique E, s'écrit Nabla scalaire E. L'opérateur Nabla, appliqué à un vecteur, s'appelle aussi divergence du vecteur E. Si le champ est scalaire, c'est-à-dire représenté par une fonction E de x, y et z, alors l'opérateur Nabla s'appelle gradient. Il est noté Nabla E égale gradient de E. Le gradient permet de mesurer la variation de l'intensité du champ dans l'espace et en particulier permet de connaître sa direction, champ divergent ou convergent. Le produit vectoriel de Nabla par le champ vectoriel électrique est appelé rotationnel. Le rotationnel permet de mesurer la variation du champ par rapport à un axe. Il représente une rotation dans l'espace. On appelle maintenant delta l'opérateur laplacien. C'est la dérivée seconde dans l'espace, soit Nabla au carré. Il s'écrit en notation scalaire, dérivée partielle seconde de x plus dérivée partielle seconde de y plus dérivée partielle seconde de z. Le vecteur laplacien s'écrit comme la composée du gradient par la divergence. En notation vectorielle, il s'écrit de la façon suivante. Maintenant, abordons l'équation de Maxwell-Gauss. Notons le vecteur B, le champ magnétique, induit par le courant électrique grand E. La divergence de E est proportionnelle à la distribution des charges électriques notée ρ, ou densité de charge électrique. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ce que dit cette loi, c'est juste que le champ électrique E est divergent ou convergent selon le signe de la charge, depuis la source de la charge. Voici à présent l'équation de Maxwell-Faraday. Le rotationnel du champ électrique est inversement proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps.
Si on prend une charge magnétique variant dans un conducteur, alors il apparaît un champ électrique rotatif autour de l'aimant. Un aimant dans une bobine ne produit un champ électrique que si le champ magnétique varie, en bougeant l'aimant par exemple. La troisième équation est celle de Maxwell-Ampère. À l'inverse de l'équation de Faraday, l'équation d'Ampère montre qu'une variation d'un courant électrique produit par un champ magnétique rotatif autour de la charge. Le terme μ0G montre qu'un courant constant provoque également un champ magnétique. Un champ magnétique a besoin de varier dans le temps pour provoquer un champ électrique. Mais un courant électrique n'a pas besoin de varier pour provoquer un champ magnétique. La dernière équation de Maxwell est celle de Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flux. Le champ magnétique ne diverge pas vers l'infini. Les lignes de champ sortent toujours d'un pôle pour aller dans l'autre. Introduisons maintenant l'équation de D'Alembert. Il s'agit de l'équation de propagation d'une onde électromagnétique. Appliquons le rotationnel à l'équation de Maxwell-Faraday. Nous obtenons le résultat ci-dessus. Appliquons maintenant le rotationnel à l'équation de Maxwell-Ampère. Nous obtenons donc la formule suivante. La variation de J par rapport au temps est nulle. Nous obtenons donc Nous avons vu l'équation suivante. Supposons que nous ayons un courant électrique, mais avec une densité de charge nulle, c'est-à-dire sans charge statique. Alors l'équation de Maxwell-Gauss avec ρ égale 0 implique que divergence de E est égale à 0. Donc nous obtenons l'équation de D'Alembert qui décrit la propagation du champ électrique dans le vide en l'absence de charge électrique statique. Elle s'applique à l'identique sur le champ magnétique. D'une manière générale, un champ vectoriel ou une onde de psi vérifie l'équation de propagation de D'Alembert. Maintenant, appliquons ces principes à la mécanique quantique. Erwin Schrödinger, en 1926, publia un article parlant de la célèbre équation à propos de la quantification de l'énergie d'une particule schématisée sous la forme d'une onde. Une onde vérifie l'équation de D'Alembert générale. Une solution de cette équation se calcule à base d'exponentielle. Il s'agit là de l'équation d'une onde avec oméga 0, la pulsation de l'onde, oméga t, sa phase, et k scalaire r, son déphasage entre son origine et l'instant t. Psi de r et t est la fonction d'onde, que l'on retrouve en mécanique quantique. Si le déphasage est nul, le signal de pulsation oméga se simplifie et s'écrit psi 0 de oméga exponentielle moins i oméga t, avec psi 0 de oméga l'amplitude du signal de pulsation oméga. Dans une onde plane, un point fixe décrit une trajectoire au cours du temps, identique à celle des points constituant une onde figée dans le temps. Donc l'équation peut s'écrire également comme se propageant dans l'espace. Intéressons-nous à l'observation de l'état d'énergie d'une particule. Il est véhiculé sous la forme d'une onde psi de r et t, vérifiant l'équation de propagation. La norme de psi au carré est la densité moyenne d'énergie.
L'énergie de l'onde à l'instant t est calculée par la formule E égale intégrale sur l'ensemble de R de la densité moyenne d'énergie. Un exemple d'équation de propagation de l'énergie est donné par l'équation de D'Alembert. Dans notre cas, la densité moyenne d'énergie est donnée par la constante norme de ψ0 au carré. En l'intégrant sur l'ensemble R, variant de moins l'infini à plus l'infini, l'énergie obtenue diverge. Dans le cas d'une onde, cette énergie est nécessairement finie. La transformée de Fourier permet de résoudre ce souci en définissant un paquet d'ondes. Nous obtiendrons une énergie finie si l'amplitude du signal varie au cours du temps en diminuant. Pour cela, prenons un paquet d'ondes qui est la superposition d'un ensemble continu de signaux sur l'ensemble des fréquences ou pulsations, avec une amplitude de chaque signal dépendant de la fréquence ou pulsation. À l'instant t, le signal ψ de t ne dépend que du temps, car nous l'intégrons sur l'ensemble des pulsations possibles. Chaque signal à l'intérieur de l'intégrale possède une amplitude ψ0 de oméga, appelée transformation de Fourier du signal, ψ de oméga, et t. Elle est notée ψ chapeau de oméga. Supposons maintenant que cette amplitude ψ chapeau de oméga est modulée dans le temps avec un signal de pulsation oméga constante. Pour rendre indépendante cette amplitude du temps, nous devons l'intégrer sur l'échelle des temps. Ψ0 est appelé transformée de Fourier inverse. Pour t et oméga fixe, nous pouvons représenter la transformée de Fourier de la façon suivante. Rappelons la décomposition en transformée de Fourier d'un signal ψ de t. En réintroduisant la phase, l'équation s'écrit de la façon suivante. Dans l'équation précédente, appliquons la formule de De Broglie concernant la quantité de mouvement P et la formule de Planck à l'énergie. Dérivons maintenant l'onde par rapport au temps. Nous obtenons le résultat encadré, résultat 1. Calculons maintenant le Laplacien de l'onde. Nous obtenons le résultat dans l'encadré, le résultat 2. En ajoutant les résultats 1 et 2, on obtient l'équation suivante. La particule est libre, non soumise à un potentiel extérieur. Donc son énergie est égale à son énergie cinétique. Donc, en remplaçant l'énergie par l'énergie cinétique, l'équation devient. Nous obtenons l'équation de Schrödinger bien connue. Simplifions la notation de l'équation en définissant le hamiltonien de la façon suivante. Nous avons vu précédemment l'équation suivante. Et en utilisant le hamiltonien, l'équation de Schrödinger peut s'écrire. L'opérateur hamiltonien permet de déterminer l'énergie. H, l'hamiltonien, est l'observable permettant de mesurer l'énergie du système. Nous avons vu que l'énergie d'un système est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. U est l'énergie potentielle
et P2 sur 2m, l'énergie cinétique. L'équation de Schrödinger s'écrit encore ou en notation vectorielle avec psi de t en notation bracket, le vecteur d'état. Intéressons-nous aux états stationnaires, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de E, n et psi n indépendantes du temps. Ces valeurs forment ce que nous appelons les valeurs propres En et les vecteurs propres psi de n de l'opérateur H. Ce sont les valeurs réellement mesurables. Elles sont en nombre fini. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la quantification de l'énergie.